de l'enfant. Merci beaucoup, bonjour à tous. Évidemment, je remercie le comité d'organisation pour son invitation. Moi, je suis pédiatre en réanimation pédiatrique ici au CHU. Alors, l'enfant, c'est pas forcément facile. Le principal problème dans la population pédiatrique, c'est qu'on a un faible recrutement. Alors, évidemment, on peut s'en réjouir. Je parle de faible recrutement en termes de traumatisés crâniens graves. On a de quoi s'occuper, je vous rassure. Et donc, faible recrutement dit difficile d'avoir une expertise clinique. Et c'est l'expertise clinique qui mène aux réflexions, en général scientifiques, et à mener des études ou des idées d'études. Et par conséquent également, un faible nombre d'études et puis des études de faible niveau de preuve. Donc, ce qui fait que tout ce qui est diagnostic, prise en charge dans les traumatismes crâniens graves de l'enfant, eh bien, ça repose essentiellement sur des données adultes, quelques données pédiatriques, mais finalement assez limitées. Mais malgré tout, j'espère pouvoir vous transmettre quelques messages clés en ce qui concerne la prise en charge des enfants traumatisés crâniens graves. Alors, je n'ai pas de conflit d'intérêt. Alors, en termes d'épidémiologie, les principales notions à retenir, c'est que l'étiologie et le mécanisme peut différer un peu. Vous connaissez les mécanismes chez l'adulte qui sont essentiellement dominés par les AVP, les accidents de sport et autres. En ce qui concerne la population pédiatrique, un peu plus de défenestration et puis des traumatismes crâniens non accidentels. Donc, c'est les fameux syndromes du bébé secoué. Et je reviendrai un petit peu sur ces spécificités et sur les cas de bébés secoués qu'on peut rencontrer en pédiatrie. En ce qui concerne les spécificités anatomiques en pédiatrie, la boîte crânienne est élastique et compliante. Je parle de la boîte crânienne. En revanche, la dure mère est davantage fixée. Le cerveau est très riche en eau. Pour tout, c'est ce qui est le cas aussi pour le reste du corps des enfants. Plus ils sont petits, plus la proportion d'eau est importante. La tête est proportionnellement plus grosse, plus lourde et un cou qui est moins musclé. Alors, quelles vont être les conséquences sur le plan des lésions intracrâniennes qu'on va pouvoir retrouver? C'est beaucoup de lésions de contre-coup, des lésions par cisaillement, avec des hématomes sous-duraux, notamment chez le bébé secoué. Plus de lésions osseuses, mais moins d'hématomes intracrâniens et d'hématomes extraduraux comparé à la population adulte. Beaucoup d'œdème cérébral diffus. Et enfin, un autre élément qu'on peut retrouver, c'est l'existence de lésions médulaires, potentiellement sans lésions osseuses associées. C'est un syndrome qu'on connaît également en pédiatrie. Sur le plan physiologique, vous connaissez très bien la courbe de Langevin. Elle est déplacée vers la gauche dans la population pédiatrique. Et en ce qui concerne le plateau d'autorégulation, eh bien, lui aussi est globalement dévié vers la gauche. Sur le côté clinique, alors évidemment, le score de Glasgow existe aussi chez l'enfant, mais avec des tout petits ajustements. C'est finalement pas si compliqué pour quelqu'un de non expérimenté de coter un Glasgow pédiatrique. Les signes communs de souffrance neurologique sont en partie les mêmes. Donc il y a des signes communs avec la population adulte. Mais chez le nourrisson, chez le tout petit, c'est parfois un petit peu plus difficile à objectiver. Et c'est les patients qui sont plus irritables avec un bombement de la fontanelle. Vous savez que la fontanelle se ferme aux alentours de 6 mois avec des grosses variabilités interindividuelles. Mais la fontanelle est censée se fermer aux alentours de 6 mois. Des disjonctions de sutures, ce qui fait que le crâne a une capacité sur des lésions subaiguës, en tout cas à pouvoir s'adapter et à augmenter le périmètre crânien. Et donc, c'est parfois le seul élément diagnostique qui nous permet d'orienter vers, par exemple, un syndrome du bébé secoué quand on voit en consultation des patients qui ont une augmentation du périmètre crânien qui évolue depuis quelques jours, voire quelques semaines. C'est parfois un élément évocateur. Et puis, le fameux regard en coucher de soleil qui est lié à une paralysie du 3 extrinsèque. Un élément important à retenir, c'est que le TDM, il n'est pas systématique. Vous connaissez très bien que ça reste une irradiation et que, eh bien, on ne va pas scanner tout ce qui bouge et qu'il y a des algorithmes qui ont été développés qui permettent de dire avec une très bonne sensibilité, spécificité, chez qui on ne doit pas nécessairement de faire de scanner. Et donc ça, c'est un message à retenir. Il ne faut pas forcément réaliser une imagerie cérébrale au scanner systématique dès lors qu'on a notion d'un traumatisme crânien. En ce qui concerne le traumatisme crânien non accidentel dont je vous parlais au début, le fameux syndrome du bébé secoué, globalement, c'est des petits nourrissons. Je dis petits nourrissons, essentiellement des enfants de moins de 6 mois pour 2 tiers d'entre eux et moins d'1 an pour quasi la totalité d'entre eux.
on retrouverait de manière rétrospective sur des décès inexpliqués de mort inattendue du nourrisson un certain nombre de traumas crâniens non accidentels, hein, dans une part non négligeable des situations. Et puis souvent, c'est des anamnèses un peu discordantes, pas très claires, avec évidemment un contexte neuro, mais plutôt sous forme de malaise, de convulsions, on ne sait pas trop comment il se présente, d'apnée. Et puis finalement, objectivement, on arrive à retrouver des signes neurologiques et puis rapidement, on oriente vers le scanner qui met en évidence des lésions assez typiques de traumatisme crânien non accidentel, qui sont des lésions qui sont parfaitement définies par des recommandations HAS qui datent maintenant de 2011, mais qui sont toujours d'actualité, où le diagnostic repose sur l'association d'hématomes sous-duraux, parfois d'âges différents, et puis d'hémorragie rétinienne au fond d'œil. Et donc l'association de ces lésions-là nous oriente vers le syndrome du bébé secoué, le trauma crânien non accidentel, après avoir éliminé un certain nombre de diagnostics différentiels qui sont extrêmement rares, mais donc coagulopathie, quelques maladies métaboliques. Mais ça peut orienter enfin, et donc on a une réglementation assez stricte sur le diagnostic. Et dès qu'on a le diagnostic, globalement, on s'oriente vers évidemment la prise en charge médicale, mais également le signalement judiciaire aux autorités, puisque c'est indispensable. Ça, c'est l'exemple le plus récent. Il me semble qu'on vous en a parlé hier. Une petite de 4 mois qui a été amenée au déchocage de Grenoble avec un gradat neurologique pris en charge par le SAMU avec un Glasgow 9 à la prise en charge, qui se dégrade au fur et à mesure de la prise en charge avec une indication de prise en charge neurochirurgicale, puis qui a dérivé en craniectomie, puis en père opératoire, un gros choc hémorragique secondaire. Et ce qui fait que cette toute petite fille, évidemment, on avait orienté le diagnostic vers un trauma crânien non accidentel après avoir fait l'enquête médicale et anamnestique, un signalement qui a été effectué et qui sort à presque un mois d'AREA avec un POPC4, un état neurologique extrêmement préoccupant, qui est pris en charge dans le syndrome dans le service de MPR. On avait fait il y a un peu plus d'un an, 2 ans, une étude multicentrique dans la région sur les traumas crâniens non accidentels avec 117 patients. Et puis, un élément qu'on avait retrouvé dans ce travail-là, on s'était intéressé essentiellement aux facteurs de mauvais pronostic. Et on avait vu que dans ce travail-là, c'était essentiellement la souffrance ischémique initiale qui grévait énormément le pronostic de ces patients, puisque les patients qui avaient fait un arrêt cardiaque et qui avaient des lésions ischémiques à l'IRM, c'était eux qui allaient le plus mal, je dirais, sur le devenir, avec un taux de séquelles qui était quand même significatif, qui était entre 30 et 50% selon comment on définissait les séquelles, mais avec un outcome qui est très péjoratif, d'autant plus que ça survient dans des contextes où vous pouvez l'imaginer. Sur le plan social, c'est pas toujours simple, c'est des enfants qui sont parfois placés, et donc en termes de suivi et de prise en charge, c'est pas toujours optimal, je dirais. Mais ça reste que plutôt des hypothèses, difficiles à le prouver sur le plan scientifique. Alors, sur les principes de prise en charge initiale préhospitalière en ce qui concerne l'enfant, pas de grosse spécificité avec la prise en charge adulte. La chose à retenir, c'est qu'il faut se baser sur les objectifs de PAM selon l'âge et le poids de l'enfant, l'âge ou le poids de l'enfant, et qu'il ne faut pas considérer les objectifs de PAM chez les plus âgés. Donc, je vous invite à avoir les ABAC avec vous si vous prenez en charge des patients pédiatriques. Et c'est peut-être l'élément qui doit différer et sur lequel vous devez porter votre attention sur la prise en charge initiale ou au déchocage. Le reste, il n'y a pas de grosse spécificité. Beaucoup d'efficacité, enfin, un peu plus d'efficacité d'osmothérapie, avec une place de l'osmothérapie plus importante chez l'enfant, du fait de la présence d'eau dans le cerveau de manière un peu plus importante proportionnellement. Sinon, pas de grosses spécificités. En termes de prise en charge, alors nous, on se repose sur deux guidelines. Les guidelines de la SFAR que vous connaissez très bien, qui sont adultes et avec un versant pédiatrique. Et puis des guidelines plus récentes de 2019, établies par notamment l'Amérique du Nord, avec des points communs, quelques toutes petites spécificités, et j'y reviendrai, mais globalement, les messages restent les mêmes. Et encore une fois, elles reposent toutes sur des études de relativement faible niveau de preuve, malheureusement. Mais finalement, nous, on est assez habitués à ça en pédiatrie, mais on s'y fait très bien. Pas de grande spécificité en ce qui concerne les axos, hein, ça reste des normes qui sont comparables à celles de l'adulte. Mais comme je vous le disais, c'est très important de considérer la pression artérielle pour l'âge et le poids et non pas des ranges un peu trop larges de pression artérielle.
Quelle est la place de la craniectomie dans les différentes recos? Elle est suggérée, on va dire, pour le contrôle de la pique. C'est en pratique extrêmement difficile de savoir le timing pour effectuer cette craniectomie. On a envie de la faire précocement et en même temps, on se dit bah, peut-être qu'on peut se laisser quelques heures pour voir un peu comment les choses évoluent. C'est très très difficile en pratique et on retient que c'est en cas d'HTIC réfractaire. Après, comment on définit précisément ce que c'est qu'une HTIC réfractaire, à combien de temps, c'est pas très clair. Et puis en cas de dégradation neurologique rapide avec un traitement médical et chirurgical optimal, mais voilà, très difficile à placer comme thérapeutique. Attention quand même aux conséquences de la craniectomie, c'est pas rien. Il y a des risques hémorragiques, il y a tout un tas de complications qui suivent les craniectomies décompressives. Ça doit aussi peser dans la balance. En ce qui concerne l'osmothérapie, je vous en ai parlé tout à l'heure, hein, c'est quand même quelque chose qu'on fait quand même très couramment et qui a parfois une efficacité plus importante que ce qu'on peut imaginer pour contrôler la pique, avec dans les recos plutôt le SSH qui est positionné en première position, alors que dans la pratique, finalement, le mannitol est extrêmement utilisé largement. Mais quand on regarde les niveaux de preuve qui sont finalement assez faibles, malgré tout, on a quand même l'impression que ça fonctionne bien, mais c'est le SSH qui ressort de ces recos. En ce qui concerne la sédation analgésie, ben, on évite les variations hémodynamiques trop intenses avec les bolus de mida et morphinique qui peuvent avoir des conséquences sur le plan tensionnel chez l'enfant. Pas vraiment de molécules à utiliser de manière, enfin, sur les recommandations. Chez l'enfant, on utilise extrêmement rarement le propofol chez le tout petit, hein. Je dis tout petit, c'est le moins de 6 ans. On peut l'utiliser sur des périodes très courtes, mais plus ils sont petits, plus les périodes d'utilisation sont longues, plus le risque de prise est très important. Et il y a même des services en France où le propofol est complètement banni, puisqu'il suffit qu'il y ait une histoire ou deux de prise récente, ben on ferme la case de la pharmacie sur le propofol, et puis pendant quelques années, on ne l'utilise pas en dépit de ses qualités, mais que vous connaissez bien mieux que moi. Lever rapidement la sédation aussi, pas d'HTIC, l'épreuve de réveil. En ce qui concerne la prophylaxie anticonvulsivante, bah, les recommandations américaines le suggèrent. En revanche, ils ne disent pas forcément avec quoi. Keppra, phénitoïne, c'est encore une question. C'est une petite différence avec les recos de l'ASFAR qui n'étaient pas en faveur. Pas d'hyperventilation. Les barbituriques haute dose qui sont recommandés dans les recos américaines avec une surveillance hémodynamique étroite. Pour les HTIC réfractaires, encore une fois, à quel moment il faut le faire, c'est une des questions. Et puis enfin, prise en charge entérale précoce et d'autres éléments, mais que vous connaissez également. Pas de contrôle ciblé de la température, enfin en tout cas pas d'hypothermie modérée prophylactique. On sait que ça a un effet potentiellement sur la pique, mais on évite l'hyperthermie, mais il n'y a rien en faveur de l'hypothermie thérapeutique. En ce qui concerne le neuromonitoring, ben on en fait, mais sans franchement toujours savoir ce qu'on en fait. Alors, sauf hein, évidemment pour la PIC et la PPC, qui est clairement suggérée pour améliorer le devenir de ces patients-là, avec des objectifs de moins de 20, probablement moins de 15 chez le nourrisson. Et puis en termes de PPC, les recos de la SFAR sont plus détaillés sur ce point-là, avec des objectifs de PPC de 40 pour les enfants de 0 à 5, 50 pour 5-11 ans, et puis 50 à 60 pour les plus de 11 ans. L'indication d'une dérivation si jamais la pique est élevée. Et puis encore une fois, mais ça, les topos étaient de grande qualité ce matin sur ce sujet-là, une nécessité d'individualiser le seuil. Alors avec quoi? C'est une grande question. Nous, en pratique, on utilise quasi essentiellement le Doppler, tout simplement parce que les autres outils de neuromonitoring sont très peu validés chez l'enfant, mais je vais y revenir un petit peu plus tard. Par exemple, le PRX, on ne sait pas trop quoi en faire, est-ce que c'est associé, mais ce n'est pas validé chez l'enfant. En ce qui concerne la PBTO2, pas de niveau de preuve suffisant pour l'utiliser. Si on l'utilise, il faut la maintenir à plus de 10, mais voilà, pas vraiment d'études pédiatriques sur ce sujet-là. Il faut le moniteur et le matériel adapté à l'enfant. C'est parfois un élément qui peut être embêtant chez les tout-petits d'avoir des gros cathéters, et parfois plusieurs. En ce qui concerne le Doppler transcrânien, alors ça reste le premier outil qu'on utilise hein, en dehors de la PIC, hein, qui est un outil, vous le savez, non invasif, très facilement utilisable, avec des valeurs de référence qui varient en fonction de l'âge. Un papier qui avait été
écrit là-dessus une revue sur le sujet par Anne Millet, et puis qui montre ce que vous connaissez très bien, les différents diagnostics qu'on peut retrouver, un marqueur indirect d'HTIC, des éléments qui pourraient suggérer l'existence d'un vasospasme, et puis qui peuvent éventuellement orienter vers une évolution pour une mort encéphalique. Et donc, même si les choses ne reposent pas tout sur le Doppler transcrânien, bah, ça peut orienter la stratégie diagnostique et thérapeutique en termes de timing. Attention aux conditions de mesure, mais que vous connaissez bien. Nous, en pédiatrie, on a encore du mal à considérer ces conditions de mesure. On les fait, mais on oublie parfois d'aller voir dans quelles conditions elles ont été faites en termes de pression, en termes de CO2 notamment, et puis des abacs de valeurs normales qui diffèrent en fonction de l'âge, je vous le disais. En ce qui concerne les autres outils de neuromonitoring, eh bien, on veut faire comme les grands, donc on fait comme les adultes, on en met, mais finalement, on ne sait pas trop quoi en faire. Alors, ce que ça soit sur le NIRS, sur la pupillométrie, le diamètre du nerf optique, bon, on en fait, mais on utilise ça comme un faisceau d'arguments et on va regarder ça dans un panel d'outils de neuromonitoring. Et souvent, c'est pas parce qu'un des indicateurs fournis par ce neuromonitoring est rouge que on va changer forcément quoi que ce soit. Et on va plutôt se baser sur les éléments qu'on connaît mieux, la PIC, le Doppler transcrânien. Et qu'en pratique, si on fait le test et qu'on a un NIRS qui descend à 50 dans le service, je suis pas sûr que juste le NIRS à 50, ça fasse changer quoi que ce soit dans la prise en charge. On va le regarder un peu plus, on va peut-être refaire un Doppler transcrânien, mais est-ce que réellement ça va conditionner la prise en charge du malade? J'en suis vraiment pas sûr. Potentiellement un intérêt pour l'EEG continu, encore faut-il se former, encore faut-il avoir un outil qui est facilement accessible au lit du malade en continu et avec un degré d'expertise nécessaire pour le lire, qui n'est pas si important, hein, parce qu'on n'aura pas l'expertise, il faut rester modeste là-dessus. Un élément, donc là on passe sur l'aspect, on va dire, plus à long terme, le syndrome post-commotionnel, ça reste quand même un élément qui commence à être décrit en pédiatrie avec des difficultés quand même à le diagnostiquer. Ça a été beaucoup étudié en Amérique du Nord sur les enfants qui avaient des commotions cérébrales, puisqu'ils ont des sports à haut risque, notamment le football américain. Et on sait qu'il y a quand même un pronostic, un outcome sur ce sujet-là qui peut être péjoratif, y compris pour des traumatismes crâniens qui sont légers à modérés. Et il faut quand même, je pense, orienter ces patients-là. On le fait pas assez. Des patients qui sont hospitalisés chez nous pour un traumatisme crânien grave ou modéré, on n'ose pas assez le dire. Bah, il va falloir le suivre sur le plan neurologique, neuropédiatrique, MPR, psychologique éventuellement, puisqu'ils sont à haut risque de syndrome post-commotionnel avec des conséquences sur la qualité de vie qui peuvent être plus importantes que ce qu'on peut imaginer. Donc, nous, on essaie de réfléchir aux consultations post-réanimation avec éventuellement la prise en charge de ce type de patients-là. Mais voilà, il y a encore beaucoup de choses à explorer là-dedans et beaucoup d'inquiétudes à avoir, à mon sens, sur le long terme de ces enfants-là. Alors, si vous avez un petit coup de mou, je vous invite à regarder sur YouTube une vidéo d'un patient qui a été hospitalisé chez nous il y a 3 ans, un patient de 12 ans qui a eu une commotion cérébrale grave suite à un traumatisme en ski, une chute en ski. Ce patient-là a été absolument catastrophique sur les premiers jours et premières semaines de prise en charge. Et rapidement, on a vu les parents avec le neuropédiatre et on a évidemment parlé du pronostic extrêmement réservé de ce patient. Et le neuropédiatre a dit, mais vous savez, il ne marchera pas, il ne parlera pas. Alors, on n'était pas, nous, en tant que réanimateurs, assez convaincus, mais malgré tout, c'est ce qui a été dit en entretien, parce que l'entretien était assez chaud, il a fallu un peu voilà, calmer la situation. Et en fait, ce patient-là s'est extrêmement bien adapté. Il est allé en Suisse dans un centre de rééducation, et maintenant, donc à plus de 2 ans, il m'a envoyé un mail il y a 3 semaines. Il marche, il court, il fait du sport, il fait du basket, il fait du foot. Il est scolarisé à l'école et il vient de monter sa fondation pour aider les familles d'enfants qui ont souffert d'un traumatisme crânien grave, pour leur donner des pistes d'aide dans les premières semaines et les premiers mois du traumatisme. Donc, il est absolument complètement fonctionnel. Il est scolarisé dans sa classe habituelle. Et voilà, ce patient-là, on a été très péjoratif sur le devenir et sur les entretiens initiaux. Et c'est peut-être un des messages que moi, en tout cas, je retiendrai le plus, c'est qu'il ne faut pas se lancer dans des pronostics
quand on a un doute, il faut plutôt laisser la porte ouverte au devenir qui peut potentiellement être bon. On ne sait pas trop pourquoi, mais voilà, je resterai très sceptique sur le fait de donner un pronostic à un traumatisme crânien grave, quelle que soit la gravité du traumatisme crânien d'ailleurs. Maintenant, quand les parents nous demandent mais qu'est-ce qu'il va avoir comme séquelles, comment il va aller, je dis j'en ai aucune idée, il peut ne rien avoir comme il peut être polyhandicapé. C'est malheureusement la réalité, mais voilà, il y a quand même des très belles histoires là-dedans. Donc voilà, ça c'est la page de sa fondation, si jamais vous voulez aller y faire un tour. Donc en clair, les erreurs à ne pas faire en pédiatrie. Alors, on est tous réanimateurs, on a tous envie de faire des choses, on est toujours très actifs, et quand on n'arrive pas à améliorer le patient, on fait encore quelque chose, on met un nouveau traitement, un nouvel outil de monitoring. Il ne faut pas oublier qu'on est extrêmement iatrogène dans nos prises en charge. Et donc, il faut toujours se poser la question du rapport bénéfice-risque. Est-ce que réellement aller pousser cet enfant au scanner ou aller lui mettre un cathéter supplémentaire, est-ce que réellement ça va conditionner sa prise en charge? Euh, la réponse est souvent oui, hein, mais malgré tout, il faut quand même avoir la notion qu'il ne faut pas nuire et pas ajouter un degré supplémentaire de iatrogénie. Et ça, c'est valable, à mon sens, dans la population pédiatrique et la population adulte. Deuxième erreur à ne pas faire, c'est omettre la compétence pédiatrique. Alors, je ne dis pas qu'on est très bon pour prendre en charge des traumatismes crâniens, on en voit très peu, mais donc vous pouvez imaginer qu'on n'est pas nécessairement très expert sur la plupart d'entre eux. Malgré tout, chez les petits-enfants, je parle des petits, alors le seuil est très discutable, hein, ça peut être 2, 3, 4, 5, 6 ans, 8 ans, 12 ans, j'en sais rien. Je pense qu'on peut vous apporter quelque chose, je dis on, mais sur le plan médical, mais également sur le plan paramédical, également sur le plan soutien à la famille, considération de la fratrie et tout ça. Donc je pense qu'il ne faut pas hésiter, si vous êtes amené à prendre en charge un patient pédiatrique, que ce soit au déchocage ou en réanimation, à, euh, à voir ça avec votre équipe de pédiatres sur place qui peuvent éventuellement vous apporter quelques éléments, même si on ne remet absolument pas en cause vos compétences dans la prise en charge des traumatismes crâniens graves, évidemment. Autre erreur, c'est qu'il ne faut pas considérer la fontanelle comme une soupape. C'est absolument pas une soupape. C'est souvent un dogme qui existe chez les médecins adultes. Ça ne protège absolument pas de l'HTIC. Alors, on pourrait discuter sur les HTIC chroniques, le fait qu'il y ait une certaine adaptabilité et que la fontanelle apparaisse un peu comme un petit élément de décharge, mais c'est absolument pas vrai en aigu, hein. La Durmer est fixée, et donc ça va juste être un témoin clinique d'une HTIC, mais vous dites pas, c'est bon, il a une fontanelle, il aura moins d'HTIC, c'est absolument faux. Ne pas considérer le cerveau comme d'un enfant comme régénérant, c'est pas une queue de lézard, c'est pas parce que il manque un bout qui est abîmé que le reste va prendre sa place et puis l'enfant va se développer très bien. C'est absolument faux. Le traumatisme arrive sur un cerveau qui est en pleine maturation, en plein développement, et donc c'est presque encore plus grave que ça arrive dans un cerveau de- qui n'est pas fixé. Je vous en ai parlé tout à l'heure, il ne faut pas irradier tout ce qui bouge, il ne faut pas forcément faire 12 scanners au patient en fonction de comment il est, il faut se poser la question de l'intérêt. Ça, c'est une erreur à ne pas faire, c'est de prendre pour acquis ce que dit le neurochirurgien. Alors, les amis neurochirurgiens qui sont ici, euh, on est à peu près tous d'accord, nous, pédiatres, en tout cas en France, c'est très compliqué de vous pousser à intervenir quand on juge que c'est nécessaire. Alors, vous avez vos arguments et on les entend complètement, mais l'expérience montre qu'on est vraiment obligé de vendre notre corps pour aller pousser à mettre une pique, mettre une DVE ou aller drainer tel ou tel hématome ou lésion. Voilà, on peut entendre, on ne dit pas qu'on a toujours raison, mais c'est quand même, voilà, sachez-le qu'on est obligé de faire beaucoup pour vous convaincre et que c'est pas toujours facile. Et enfin, la dernière erreur, c'est se prononcer trop vite sur le pronostic. Alors, c'est évidemment discutable et c'est selon le patient que vous avez devant vous. Mais voilà, moi, j'ai vu quelques situations où maintenant, je ne me risquerais absolument pas à prédire un pronostic chez un patient qui a un traumatisme crânien grave. C'est très frustrant pour les parents, pour nous, mais c'est aussi très honnête de se dire bah, que finalement, peut-être qu'il y a un petit espoir que le patient guérisse avec un certain nombre de séquelles très minimes et que tout se passe bien par la suite. Voilà, je vous remercie de votre attention.